Je suis une molécule d'eau. Je suis né en Bretagne, dans un feu ou dans un animal, je ne sais plus bien, ça fait si longtemps. La respiration et la combustion, c'est un peu la même chose. Il s'agit de brûler un sucre ou un dérivé du sucre, on appelle ça un hydrocarbure. Que ce soit du bois, du pétrole ou n'importe quelle matière issue d'une plante au départ. Tous les hydrocarbures dérivent du glucose, le plus simple de tous les sucres. L'hydrocarbure contient les atomes hydrogène, oxygène, ça fait hydro, et carbone, ça fait hydrocarbure. En brûlant cet hydrocarbure avec de l'oxygène, deux atomes d'oxygène, dans un feu ou dans une cellule vivante, on produit de l'énergie et il s'échappe du gaz carbonique et de l'eau. Et oui, comme votre respiration, un feu rejette du CO2 et de l'eau. De l'eau, H2O, deux petits atomes d'hydrogène, juste un proton avec un petit électron qui tourne autour, et un gros atome d'oxygène, 16 fois plus gros que l'hydrogène. Ensemble, ils constituent la molécule d'eau, H2O. Bon, on a un petit problème de vocabulaire. Oxygène, ça désigne aussi bien l'atome d'oxygène que le gaz oxygène. Les chimistes ont résolu la question en appelant le gaz dioxygène. Mais voilà, pour une petite molécule d'eau comme moi, c'est trop compliqué. D'autant que vous n'êtes pas chimiste pour la plupart. Ce que vous respirez, vous appelez ça de l'oxygène, pas du dioxygène. Alors je dirais oxygène pour les deux. J'espère que vous ne vous perdrez pas. Aussi bien l'atome d'oxygène que le gaz avec deux atomes d'oxygène. Ok ? Voilà. Moi, je suis une molécule d'eau toute neuve avec mon oxygène et mes deux hydrogènes. Ah oui, ça me revient. Je suis né dans une cellule animale, dans une respiration. Tous les êtres vivants respirent, de la bactérie à l'éléphant en passant par la fougère ou la baleine ou Jean-Luc. Sorti de ma cellule de départ, je suis passé dans le sang de l'animal et de là dans ses poumons, et hop, un souffle et dehors. Il fait plutôt chaud. Je suis donc à l'aise. Je suis sous la forme d'un gaz. Ce gaz s'appelle vapeur d'eau. Il est transparent. Il participe à l'effet de serre. Bon, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera seulement si vous voulez après. Attention, il ne faut pas confondre mon état gazeux, invisible, avec de la buée. La buée, c'est de toutes petites gouttelettes d'eau liquide qui se forment quand on refroidit la vapeur d'eau en soufflant dans l'air froid. Là, on voit que la respiration produit de l'eau. Ou alors au-dessus d'une casserole d'eau chaude. Ou si un vent se refroidit en montant et donne des nuages. Nous, les molécules d'eau, nous sommes nombreuses parfois quand l'air est humide et chaud, ou très rares quand l'air est bien sec. En gros, on représente quelques petits pourcents de l'atmosphère, mais nous sommes importantes, surtout pour vous les vivants. Vous savez bien que l'hygrométrie, la proportion d'eau dans l'air relativement à ce qui est possible pour une température et une pression donnée, ça change tout. La quantité de vapeur d'eau dans l'air a une limite qui dépend de la pression et de la température. Quand on arrive à cette limite, c'est-à-dire à une hygrométrie de 100%, eh bien la vapeur se condense et bien sûr l'eau ne s'évapore plus. Ça aussi, il faudra qu'on en reparle.
En tout cas, me voilà parti dans l'atmosphère, poussé par le vent de nos rois. En fait, nous, les molécules d'eau, nous ne restons jamais très longtemps à l'état de vapeur. 10 jours en moyenne. Et oui, seulement 10 jours. Il y a toujours un truc qui nous ramène à l'état liquide. Et voilà justement, le vent qui nous porte rencontre le massif central. Du coup, on monte. Et quand on monte, il fait froid. On se serre les unes contre les autres. On devient liquide. Fine gouttelette d'eau, brouillard, nuages, encore plus serrés. Et c'est la pluie. Une molécule, c'est tout petit. Je suis la plus petite brique qui constitue de l'eau. À l'état liquide, une tasse à café de 50 millilitres, 50 cm3, c'est pareil, c'est la cylindrée d'une... ça contient un nombre de molécules d'eau avec 24 zéros. Dans le bel aquarium de Jean-Luc, il y a un nombre de molécules qui s'écrirait avec 26 zéros. 100 millions de milliards de milliards. Bon, d'accord, c'est un peu inimaginable, c'est juste pour dire, je suis vraiment toute petite. Pendant qu'on parle de volume, en gros, à masse égale, la vapeur d'eau est 1244 fois, bon, on va dire 1000 fois, hein, et 1000 fois, la vapeur d'eau occupe un volume 1000 fois plus grand que l'eau liquide. La vapeur d'eau est 1000 fois plus légère que l'eau, ou l'eau liquide est 1000 fois plus dense que la vapeur d'eau. Ça veut dire que si vous évaporez 1 gramme d'eau, à l'état de vapeur, eh bien vous allez obtenir 1 litre de vapeur d'eau, qui pèse toujours 1 gramme, bien sûr. Si vous évaporez 1 litre d'eau, qui pèse 1 kilo, vous obtenez 1 mètre cube de vapeur d'eau, qui pèse toujours 1 kilo aussi. Pendant qu'on y est, et la glace, bon, oui, si on refroidit l'eau, elle devient solide. Bon, ok, on en parlera plus tard. Attends, je vais le remettre là, ouais. Tous ces changements d'état, en gaz, en liquide, consomment ou produisent de l'énergie. Pour chauffer d'1 degré 1 gramme d'eau, il faut 1 calorie. Mais pour évaporer ce même gramme d'eau, il faut 600 calories. 6 fois plus donc que pour faire passer le gramme d'eau de 0 à 100 degrés. Ça va? Ouais.
Bon, en gros, l'évaporation de l'eau consomme beaucoup d'énergie, ou de chaleur si vous voulez. C'est pour ça que de l'eau qui s'évapore, ça nous rafraîchit. C'est pour ça qu'on sue. Parce que quand on sue, eh bien, on va pouvoir évaporer la sueur et ça va nous rafraîchir. Sinon, eh ben, on mourrait de chaud. Vous vous souvenez, l'eau ne s'évapore que si l'hygrométrie est inférieure à 100%. Donc, en cas d'hygrométrie élevée, eh bien, les grandes chaleurs tuent, tout simplement. Donc, avec le réchauffement climatique, les zones très humides qui deviennent très chaudes vont devenir des zones inhabitables. Les gens qui y habitent n'auront pas d'autre solution que de les quitter. Et il faudra bien faire quelque chose avec ces gens qui ne peuvent plus vivre là où ils vivaient. Quant à nous, dans notre nuage au-dessus du Massif central, on a eu froid, on est devenu liquide, et je tombe dans une goutte de pluie, avec quelques milliards de milliards d'autres molécules dans la même goutte, hein, vous vous souvenez. J'arrive sur la Terre. Je m'écoule à la surface d'une prairie. Des insectes bondissent autour de moi. D'autres rampent ou volent. Une foule d'autres animaux les attrape. Des rainettes qui sautent partout, des oiseaux, des reptiles et bien d'autres. Au bout d'un moment, j'entre dans la terre. Je suis dans le sol d'une forêt du Limousin, un peu acide mais confortable. Je vais rester là un moment. J'espère que je ne vais pas tomber dans la nappe phréatique en dessous. Il paraît qu'on y reste souvent piégé plusieurs milliers d'années, dans le noir. Quel ennui! Je passe bien sûr dans plusieurs vers de terre. Je rencontre des bactéries, de drôles de bestioles, mais je m'écoule et j'arrive dans un ruisseau qui se jette dans une rivière. Je commence à côtoyer d'autres animaux étranges. Une multitude de poissons s'agite autour de moi. L'un d'eux, un esturgeon je crois, m'avale et je ressors tout de suite par son ouïe. Ma rivière débouche dans un fleuve. Alors, quelle est la différence? Une rivière, ça se jette dans une autre rivière ou dans un fleuve. Un fleuve, ça se jette dans la mer. Je vais bientôt y arriver. Je vais me fondre dans cette masse. Est-ce que j'ai peur? Le fleuve a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que le fleuve saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. C'était un passage de La peur de Khalil Gibran. Et c'est justement ce qui m'arrive. Mon fleuve arrive à son embouchure et je me retrouve dans l'océan. Je deviens l'océan. C'est l'Atlantique. Là, ça bouge beaucoup. Je suis dans de l'eau chaude, de plus en plus chaude. Des molécules d'eau, il y en a à perte de vue autour de moi. Certaines sont très vieilles. Bon, les molécules d'eau à la surface de la Terre ont en moyenne quelques millions d'années.
quelques millions d'années, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il paraît que de l'eau sur Terre, il y en a depuis 4 milliards et demi d'années. En fait, elle était dans le nuage stellaire qui a constitué la planète Terre. Il y en avait donc dès le début, mais en plus, de l'eau aurait été apportée par des météorites, des chondrites. Et puis aussi par Theia, pas la fille de Zeus, mais l'astéroïde qui a frappé la Terre. Au début, il y a plus de 4 milliards d'années, elle a incliné l'axe des pôles, elle a produit la Lune et elle a apporté de l'eau. Personne ne sait bien la proportion qui vient de ces différents apports. Aucune des molécules de cette époque n'est plus là pour en parler. En tout cas, pas ici autour de moi. Il paraît qu'en fait, il existe encore plein de molécules d'eau qui datent de l'origine de la Terre. Mais elles sont emprisonnées dans le manteau de notre planète, à des centaines de kilomètres de profondeur. Il en ressort quelques-unes quand un volcan les recrache. Prisonnières depuis 4 milliards et demi d'années. En tout cas, maintenant, nous, les molécules d'eau de l'océan, on est bien mélangées et on est toutes pareilles, quel que soit notre âge. Alors, il faut dire que nos atomes ne sont pas très fidèles. De temps en temps, un hydrogène, un proton, vient se coller avec moi et je deviens H3O+. Parfois, c'est un de mes hydrogènes à moi qui s'en va rejoindre une autre molécule d'eau et il m'en manque un, je deviens OH-. Et ça arrive toutes les 14 heures en moyenne. Vous voyez, nous sommes une famille très unie. La proportion des formes H3O+, elle est mesurée par un truc que vous connaissez, ça s'appelle le pH. En réalité, mes atomes n'arrêtent donc pas d'échanger et je me maintiens en tant que structure, même si ma matière change. Comme vous d'ailleurs. Vos atomes et vos molécules n'arrêtent pas de changer. Vous êtes une structure. Dans l'œuvre noire, Marguerite Yourcenar fait dire à son alchimiste Zénon, comme les atomes d'un corps qui sans cesse se renouvellent, mais gardent jusqu'au bout les mêmes linéaments et les mêmes verrues. Bon, linéaments, c'est un mot un peu difficile, ça veut juste dire la forme, les caractéristiques. Vous voyez, comme le dit Yourcenar, nous nous maintenons comme structure, pas comme matière. Nos atomes changent, comme ceux des molécules d'eau. Et nous voilà qui partons vers le sud. Au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup de mes copines partent dans l'air, elles s'évaporent. Et voilà que je m'évapore à mon tour. Je suis vapeur. Je survole la forêt. On devient un nuage. Et on rejoint les rivières aériennes sur l'Amazonie. Oui. Au-dessus de la canopée, c'est féerique. Quelle diversité, quels oiseaux, quels insectes. Pluie sur la forêt amazonienne. Plusieurs oiseaux, justement, m'avalent, mais je ressors très vite de l'autre côté, mélangé à des trucs pas très propres. Les enfants, si vous recevez une goutte d'eau sur la tête et qu'on vous dit que c'est un oiseau qui a fait pipi, ne le croyez pas. Les oiseaux ne font jamais pipi. Tout ressort mélangé. Je suis maintenant dans le sol de la forêt. Une racine d'arbre m'attrape. Je monte dans le tronc, j'arrive dans une feuille et je m'évapore. Me revoilà vapeur.
Oh, pas pour longtemps. Je retombe. 10 fois comme ça, je suis tombé et j'ai été capturé puis expulsé en haut. Mais j'ai fini par tomber en pluie sur la cordillère des Andes, par rejoindre une rivière et par me jeter dans un immense fleuve. Me voilà dans l'Amazone. Quel fleuve énorme, quelle faune encore. Une horrible bouche pleine de dents s'approche de moi. Moi je m'en moque, mais vous faites attention. Les piranhas, si ça vous mord... Bon, je ressors de l'autre côté du poisson. On s'écoule. Un débit incroyable. L'Amazone, c'est 200 000 mètres cubes par seconde qui s'écoulent. Et me revoilà dans l'océan. Oh, au début, nous, les molécules d'eau douce, on ne se mélange pas tout de suite avec les autres pleines de sel. Mais bon, ça finit par arriver. Je baigne dans... Je suis une eau bien chaude et ça s'évapore toujours autour de moi. Du coup, il y a de plus en plus de molécules de sel qui restent parce que oui, l'eau s'évapore, mais le sel reste. Une eau chaude et salée, donc, mais vraiment salée. Et d'un coup, je suis prise par un énorme courant, le Gulf Stream. Il vient de l'équateur et part vers le nord. Il est dévié par la Floride. Il traverse l'Atlantique en diagonale et vient réchauffer la Bretagne. Mais il continue à monter et à m'entraîner vers le pôle Nord. Il m'emmène vers le froid. J'arrive dans l'océan Arctique. Nous rencontrons d'autres molécules d'eau. Elles sont cristallisées en glace et elles flottent à la surface. C'est la banquise. On l'a vu au chaud, l'eau prend beaucoup de place sous forme de vapeur d'eau. En se refroidissant, elle se condense sous forme d'eau liquide 1000 fois plus dense que la vapeur. Et encore plus froid, elle se solidifie sous forme de glace. Mais, spécialité de l'eau, en se refroidissant, elle se contracte jusqu'à 4 degrés. Mais en dessous de 4 degrés, elle regonfle. Et en gelant, elle gagne 10% de volume. C'est grâce à ça que la glace flotte. Sans ça, pas de banquise, la glace serait au fond. Pas de glaçons qui flottent dans votre verre de whisky ou de pastis. Pas de lac gelé. La glace coulerait et l'eau liquide serait au-dessus. C'est aussi pour ça que la partie émergée d'un iceberg représente 10% de son volume. La densité maximale de l'eau est donc à 4 degrés. Et donc, évidemment, c'est à cette température-là qu'on va retrouver l'eau la plus dense, donc celle qui est au fond des océans. Au fond des océans, il fait toujours 4 degrés.
Donc on arrive dans l'océan Arctique et on prend un sérieux coup de froid. Nous, les molécules d'eau liquide qui arrivons du sud, nous nous refroidissons, nous nous serrons les unes contre les autres, et vous vous souvenez, nous sommes mélangés à tout ce sel. Nous devenons très lourdes, et nous plongeons vers le fond de l'océan. Il fait froid, du côté de 4 degrés. Surprise, là, il y a encore du courant, mais dans le sens inverse. En descendant, nous avons poussé les autres, et on repart toutes vers le sud. En surface, le courant va du sud au nord, mais au fond, il va dans l'autre sens, comme un tapis roulant. Cette fois-ci, on file vers l'équateur. Filer, c'est un grand mot. Il nous faudra peut-être 100 ans pour y arriver. On est toujours au fond. On en rencontre des drôles de bêtes, des calamars géants qui se battent avec des cachalots, des poissons avec des têtes incroyables et des petites lampes devant le front. On passe l'équateur et on continue vers le sud. Tout au bout là-bas, c'est le grand sud. Les terres australes, l'Antarctique. On va y arriver, lentement mais sûrement. En arrivant à proximité, je suis happé par le courant antarctique qui tourne autour de ce continent gelé. Je pars vers l'est. Je vais faire 2 fois le tour. Une fois en surface et une fois au fond. Avec une boucle dans l'océan Indien qui nous réchauffe bien. C'est vraiment compliqué cette circulation océanique, mais pour comprendre le climat, les climatologues ont développé des modèles extrêmement précis qui la décrivent en détail. Par moments, là, je me retrouve dans des tempêtes terribles, des vents incroyables qui nous soulèvent en vagues énormes. Les 40e rugissants, c'est le 40e parallèle, 40 degrés de latitude sous l'équateur, au sud de l'océan Indien. Les 50e hurlants et les 60e déferlants, autour de l'Antarctique toujours. Ah, ça remue dans ces secteurs-là. Il paraît que les marins disent que sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus Dieu. Ensuite, je fais un tour du Pacifique, plus tranquillement. Comme il est vraiment grand, ça prend beaucoup de temps, d'autant que je fais des petites boucles ou des grosses. Je continue, je retrouve l'océan Indien. Enfin, on passe le Cap au sud de l'Afrique et me revoilà dans l'Atlantique. Ça prend du temps, ces voyages. Ce que je viens de vous décrire là, ça m'a pris 1000 ans. Et oui, moi, la petite molécule d'eau, ça me prend 1000 ans pour faire le tour de la Terre. C'est une des choses que nous apprennent les modèles de circulation océanique.
J'ai fait un tour de la Terre, et j'en refais un deuxième dans la foulée. 2 tours, 2000 ans. Retour dans le Gulf Stream. On repart vers le nord. Mais je m'évapore de nouveau. Je suis au-dessus de l'océan. On monte dans l'atmosphère et on part vers l'est. Ben oui, un vent d'ouest, ça va vers l'est. On atteint la Terre. Oh, mais c'est la Bretagne. La Terre nous ralentit. Ben oui, la Terre, c'est moins lisse que la mer. Alors du coup, ben, le vent, quand il arrive de la mer sur la Terre, il est ralenti. Et comme il ralentit, ça fait un bouchon. Et du coup, ben, il faut qu'il prenne plus de place, il monte. Ça commence à nous faire monter. Puis les monts d'arrêt nous font prendre de l'altitude. On prend de l'altitude, froid, condensation, nuages, pluie. Ça, alors il pleut sur la Bretagne. Quelle surprise. Et me revoilà sur la terre bretonne où je suis né il y a plus de 2000 ans. Ça a bien changé. Il n'y a plus de druides, ou presque plus. Bon, il n'y a plus de druides, mais il y a encore des musiciens bretons. Mais il n'y a pas que les druides qui ont disparu.
Je traverse une prairie sans voir une seule rainette. Les rares insectes qui sont là sont bien tranquilles. Il n'y a pas un lézard pour les attraper non plus. Même les plus grosses bêtes, les renards, les hérissons. Même les renards, les hérissons sont rarissimes. Sans parler des loups, j'en vois pas un seul. Je me demande ce qui s'est passé. Mais je rencontre de plus en plus de curieuses molécules. Oh, je m'en étais déjà méfié. Il court sur elles des bruits. On dit qu'elles sont des poisons pour tous les êtres vivants. Je les avais déjà vues dans l'air, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Il paraît qu'on les appelle pesticides, si on les aime pas, ou phytosanitaires, si on veut faire croire que c'est bon pour la santé. Moi, en tout cas, je préfère m'en passer. Et je comprends pourquoi les sauterelles, les papillons et les rainettes ont disparu des prairies. Mais d'où viennent-elles? J'ai entendu dire qu'une espèce vivante les produit grâce à des laboratoires et des usines et les disperse avec des gros appareils qui les pulvérisent partout, mélangés avec de pauvres molécules d'eau ou collés sur des graines prises en otage. Ils sont fous, des êtres vivants qui mettent partout des molécules qui tuent tous les êtres vivants. Il faut vraiment avoir perdu la raison. Ma rivière coule tranquillement. Mais une partie est déviée. Je me retrouve emporté vers un endroit curieux. On est pompé dans des tuyaux. On passe dans des bacs. Je vois que des grains de sable qui nageaient avec nous tombent au fond et sont éliminés. On revient à l'air libre. Des bassins ronds en béton nous brassent. Les graisses qui étaient mélangées avec nous flottent avec plein de molécules dégoûtantes. Des plastiques, des pesticides encore eux, et bien d'autres. Cette boue est emmenée loin de nous. À la fin, notre eau est plutôt transparente. Maintenant, on est filtré, on nous met du chlore, et bon, même s'il reste un tas de trucs pas très jolis comme les plastiques et les pesticides, on est déclaré buvable et envoyé dans des nouveaux tuyaux. Et me voilà qui sort d'un robinet dans une maison. Je tombe dans un verre et crac! J'ai été avalé. J'ai même pas eu le temps de voir par qui. Je suis poussé par une langue. Je passe la glotte. Je descends dans l'œsophage. J'arrive dans l'estomac. Devinez par où je vais ressortir. Bon, ça c'est facile. Mais par quel chemin? Oh là là, l'estomac, c'est incroyablement acide là-dedans. Me voilà entouré de plein d'atomes de chlore, de l'acide chlorhydrique. Je repars vers le bas dans l'intestin. Un long tuyau avec des sortes de doigts qui tapissent l'intérieur. Impossible de les éviter. Je passe près de l'un d'eux et il m'aspire. Je me retrouve dans un nouveau liquide un peu visqueux. Le sang. La lumière est rouge à cause des globules, des disques qui n'arrêtent pas de manger puis de cracher de l'oxygène, le gaz, deux atomes d'oxygène. On parcourt tout le corps dans des artères, des capillaires, des veines. Me voilà maintenant dans des tuyaux de plus en plus petits. Je suis dans un rein.
Les bords des tuyaux m'absorbent à leur tour. Je suis emmené dans une poche. On est là avec une molécule pas très agréable et qui sentira pas bon. L'urée. Ah bah oui, je suis dans une vessie. Bon, vous vous doutiez que j'arriverais là, mais vous connaissiez bien le chemin? Bon, vous savez comment on ressort du corps après ça. Je vais pas vous faire un dessin. Je me retrouve au pied d'un arbre. Et me revoilà parti pour de nouvelles migrations. Je suis à Trébeurdin, sous terre, sous un arbre près de l'église. Et là, je rencontre un champignon. Mais non, pas le sexe du champignon. Ça, c'est ce qu'on cueille et ce qu'on mange. C'est pas la saison des amours pour lui. Mais son corps est fait de nombreux kilomètres de filaments blancs. Le mycélium. Ces filaments blancs ramassent et digèrent tout ce qui traîne dans le sol. Et l'un d'eux m'attrape et je suis convoyé dans ces filaments blancs. Et j'arrive à un curieux endroit. Le champignon a fusionné avec une racine d'arbre. Ça s'appelle une mycorhize. Encore un gros mot. Myco comme champignon et rhize comme racine. Bon, c'est du grec. Et là, dans la mycorhize, mon champignon m'échange contre du sucre avec un arbre. Dans l'arbre, je suis un tuyau aux bordures. Ce sont les vaisseaux qui constituent le bois du tronc. Je monte, aspiré par les feuilles tout en haut, qui évaporent l'eau et qui créent un vide qui me fait monter. Elles évaporent l'eau à travers des petits trous à ouverture réglable. Bon, je vais peut-être pas vous dire leur nom, ça s'appelle des stomates. Hein. J'arrive dans la feuille. Est-ce que je vais encore m'évaporer? Non, pas cette fois-ci. Une cellule me récupère. Une cellule, pour vous, c'est petit. Il y en a des milliers de milliards dans votre corps. Mais pour moi, c'est immense. Il y a en gros autant de molécules d'eau dans une cellule que de cellules dans votre corps. Et il y a un trafic dans cette cellule. Des sortes de rails distribuent les molécules là où elles doivent aller. Je suis pris en charge de diverses manières. Et tout ça me conduit vers une grosse masse verte. Là-dedans, il y a une grosse molécule toute verte, la chlorophylle. En fait, la grosse masse verte s'appelle un chloroplaste. Avant, c'était une bactérie, une cyanobactérie. C'est elles, les cyanobactéries, qui ont inventé la photosynthèse. J'en ai rencontré plein dans l'océan qui vivaient libres. Elles sont dans le plancton, entre autres. Mais celles-ci, les chloroplastes, alors c'est curieux, c'est difficile à dire. On peut dire que les chloroplastes ont parasité les cellules des plantes, ou alors dire que les cellules des plantes ont capturé les chloroplastes, ou dire que les chloroplastes et les cellules de plantes se sont associées. Tout ça, ça décrit exactement la même chose, sauf qu'on y met un espèce de pathos inutile. En tout cas, voilà, les humains ne savent pas le décrire objectivement, mais les chloroplastes, c'est d'anciennes bactéries qui vivent maintenant dans les cellules de plantes et qui y produisent la photosynthèse. Et c'est grâce à ça que les plantes sont vertes et poussent grâce au soleil. Aïe, la chlorophylle m'attrape. Elle me bombarde d'électrons. À côté de moi, d'autres molécules d'eau et de gaz carbonique sont elles aussi attaquées. Et je disparais.
je suis cassé en deux. Mes hydrogènes s'associent avec le gaz carbonique et ça fabrique du sucre, le glucose. Mon atome d'oxygène se retrouve tout seul, il va en retrouver un autre, et à eux deux, ils vont fabriquer le gaz oxygène, et ils vont sortir, ce gaz oxygène va se dégager de la feuille. Ah, vous saviez que les plantes dégagent de l'oxygène quand elles font de la photosynthèse, mais est-ce que vous saviez que pour qu'une molécule d'oxygène sorte, il avait fallu casser deux molécules d'eau, et que c'est l'oxygène de ces molécules d'eau qui s'en allait? C'est ça la photosynthèse. De l'oxygène, l'oxygène se dégage et un sucre est produit. Et tout ça à partir de quoi? D'eau, de gaz carbonique et d'énergie solaire. Juste le contraire de la respiration qui m'a vu naître. Alors, la respiration, vous vous souvenez, c'était de l'énergie. C'était donc un sucre plus de l'oxygène, on les brûle, ça fournit de l'énergie, de l'eau et du gaz carbonique. Photosynthèse, respiration, la même réaction en sens inverse. Bon, j'ai pas eu de chance. Je disparais bien jeune. La plupart des autres font plusieurs dizaines de fois le tour de la Terre dans l'océan. Et puis elles y retournent de nombreuses fois. Je vous l'ai dit, l'âge moyen des molécules d'eau est de quelques millions d'années. Mais si je vous avais raconté l'histoire d'une molécule comme ça, j'avais peur que vous vous ennuyiez, parce qu'on en avait jusqu'à la semaine prochaine. Alors je vous ai dit que les molécules d'eau avaient quelques millions d'années. Comment on le sait? En fait, c'est pas quelque chose que tout le monde sait. Enfin, si on peut faire le calcul, c'est assez facile, mais je vais peut-être pas vous le faire en entier. Enfin, en tout cas, on connaît la masse d'eau totale qu'il y a sur Terre, et on sait à peu près combien de carbone a été fixé par la photosynthèse depuis que les bactéries l'ont inventé. Il y a en gros 2 milliards d'années. Alors à partir de l'équation de la photosynthèse, ça je vous la donnerai vraiment que si vous assistez très fort, on peut calculer combien de molécules d'eau ont été détruites par la photosynthèse depuis le début de l'existence de cette photosynthèse. Et là on trouve un résultat que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est que la photosynthèse, depuis qu'elle existe, a détruit plusieurs centaines de fois toute l'eau de la surface de la planète. Ça veut dire que chaque molécule d'eau de départ a été détruite, et puis une autre a été refabriquée par une respiration, et puis qui a elle-même été détruite, et une chaîne comme ça de quelques centaines de molécules d'eau détruites puis refabriquées ont existé jusqu'au moment où on arrive à l'eau actuelle, celle qui se trouve autour de nous. Évidemment, je vous dis que c'est la respiration, ça peut aussi être des feux, mais il y a beaucoup moins de feux que de respiration sur Terre. Voilà, donc, quand vous penserez à une molécule d'eau, pensez à cette chaîne de quelques centaines de molécules qui sont apparues, qui sont apparues au départ, mais qui ont été détruites par la photosynthèse, puis refabriquées par la respiration ou par une combustion. Voilà. Donc, on sait que ça fait quelques millions d'années pour chaque molécule. C'est un âge respectable quand même, mais c'est beaucoup moins que les 4,5 milliards d'années. Bon, c'est fini pour moi. J'ai duré bien moins longtemps que la moyenne. « 2000 ans. C'est bien jeune. À partir du glucose qui contient mon hydrogène associé au carbone et à l'oxygène du gaz carbonique, la cellule va pouvoir fabriquer tout ce qui la constitue. Ou bien alors elle pourra obtenir de l'énergie en le brûlant dans la respiration, comme celle qui m'a donné naissance. Si ce n'est pas la plante qui le brûle, ce sera peut-être vous quand vous brûlerez le bois de cet arbre pour vous chauffer, ou encore un animal comme ce petit rossignol, quand il aura mangé la plante. Mais quand ce sucre brûlera dans un feu ou dans une cellule, il se combinera avec de l'oxygène. Il produira de la chaleur, de l'énergie,
du gaz carbonique et de l'eau. Une nouvelle molécule d'eau verra le jour. Elle vous racontera peut-être son histoire quand elle aura elle aussi fait le tour du monde. Dans 1000 ans, dans 100 000 ans, dans 10 millions d'années. Qui sait? Je voudrais vous dire pour conclure que tout ce que j'ai vous raconter dans cette histoire est vrai sur le plan scientifique, autant que la science dise de vrai, mais qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Évidemment, il y en a pas mal que j'ai dû retrouver de différentes manières. Mais pour la question de l'âge des molécules d'eau, ce qui est drôle, c'est que cette donnée n'existe nulle part, elle n'a jamais été calculée. Alors j'ai fait le calcul moi-même, je l'ai envoyé à des amis du CNRS, qui travaillent sur la planète Terre, et dont d'ailleurs une a fait une conférence ici, sur les océans. Et ils ont amélioré mon argumentaire, ajouté des connaissances, on a fait un article, et cet article est en cours de publication. Alors j'espère que grâce à vous et à Jean-Luc, qui m'a proposé un beau jour de faire cette conférence ensemble, eh bien, un nouvel article scientifique va être publié. Vous voyez, au total, pour l'eau, il y a des temps très variés. En milliards d'années pour l'origine, en millions d'années pour le temps de destruction, création de la photosynthèse et de la respiration, en milliers d'années pour la circulation océanique ou les temps dans les nappes phréatiques, en jours pour le temps passé à l'état de vapeur, et en heures pour le temps des échanges de protons. Il y en a vraiment pour toutes les horloges avec l'eau, et je trouve que c'est du coup une molécule fascinante.